Bonjour et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. Après le premier volume des contes de Mille et une nuits, on part sur Jacob et Wilhelm Grimm avec un recueil qui s'appelle Contes choisis qui est publié chez Bib Book. Alors, ce sont des textes qui ont été traduits par Frédéric Baudry en 1855. C'est un texte du domaine public, une édition libre. À propos de Bib Book, je vous mettrai leur lien internet, le lien de leur site en barre d'informations. Vous avez la certitude, en téléchargeant un livre sur bibbook.com, de lire un livre de qualité. Nous apportons un soin particulier à la qualité des textes, à la mise en page, à la typographie, à la navigation à l'intérieur du livre et à la cohérence à travers toute la collection. Les e-books distribués par Bib Book sont réalisés par des bénévoles de l'Association de promotion de l'écriture et de la lecture qui a comme objectif la promotion de l'écriture et de la lecture, la diffusion, la protection, la conservation et la restauration de l'écrit. C'est a priori un livre qui a été publié chez Librairie Hachette et compagnie en 1900 et par la Bibliothèque électronique du Québec. Il cite 3 personnes pour des fontes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je mettrai la définition en barre d'infos. C'est David Rakowski, Manfred Klein et Philippe H. Paul. Et donc c'est une œuvre du domaine public éditée sous la licence Creative Commons BYSA. Ce qui signifie que vous pouvez légalement la copier, la redistribuer, l'envoyer à vos amis. Vous êtes d'ailleurs encouragé à le faire. Vous devez attribuer l'œuvre aux différents auteurs, y compris à Bib Book. Ce livre Contes choisis de Jacob et Wilhelm Grimm est séparé en 3 parties. Il y a les contes moraux, les petites légendes pieuses, et les contes fantastiques et contes facétieux. Il y a une préface du traducteur que je vais vous lire et on se retrouve tout de suite après pour le premier conte des contes moraux, Les présents des gnomes. Donc, préface du traducteur. Tout le monde sait que Charles Perrault n'a pas inventé les contes qui portent son nom et qu'il n'a fait que les rédiger à sa manière. Les sujets qu'il a traités se transmettaient oralement de génération en génération depuis le Moyen-Âge. Ce qu'il avait fait pour la France à la fin du XVIIe siècle, les frères Grimm, ces ducanges de l'Allemagne, l'ont fait pour leur pays au commencement du XIXe. Ils ont recueilli avec soin tous les contes, les légendes, les facéties, les apologues que la tradition avait conservés dans les campagnes allemandes. Mais Perrault, qui ne se proposait d'autre but que d'amuser ses petits-enfants, s'était permis sur le fond légendaire des broderies galantes, conformes au goût de son temps et inspirées par l'influence de l'Astrée. Les frères Grimm, qui voulaient faire une œuvre sérieuse d'érudition, ont traité leurs récits avec plus de discrétion et de respect. Autant que possible, ils ont écrit purement et simplement ce qu'ils avaient entendu, sans rien modifier, sauf pour mettre, comme on dit, les choses sur leurs pieds, et en poussant le scrupule jusqu'à conserver le patois dans lequel chaque histoire leur était racontée. Tel est en effet l'état où l'archéologie est parvenue de nos jours. Heureusement descendue dans des régions où elle n'avait jamais pénétré au XVIIe siècle, elle étudie le passé dans ses moindres détails. Dialectes, légendes, traditions locales, chansons, elle ne dédaigne rien, car tous les matériaux ont leur valeur pour la construction de l'édifice historique. Les contes populaires tiennent dans ce genre de recherche une place importante à plus d'un égard. Déjà, plusieurs d'entre eux ont une origine certaine et on y peut constater les modifications que l'imagination de la foule a fait subir aux faits. Témoin ce sire de Ré, terreur de la Bretagne au XVe siècle, dont la légende a fait la barbe bleue. Témoin encore, l'ogre du Petit Poucet, souvenir du nom même des Hongrois, dont les invasions épouvantèrent l'Occident. Mais si l'intérêt historique se rencontre rarement, et si la plupart de ces contes ne sont que les produits de l'imagination pure, à ce point de vue encore, il n'est pas moins curieux de les étudier comme des monuments de l'état des esprits parmi les générations et dans les pays qui leur ont donné naissance. La langue populaire y a conservé tout son charme et toute sa naïveté. Du Marsais, qui allait chercher ses tropes à la halle,
on eût trouvé de plus poétique encore s'il les avait poursuivis jusque dans les récits légendaires des campagnes. La faculté de bien conter les légendes est un don qui n'appartient pas précisément aux plus spirituels, mais aux plus impressionnables et aux mieux doués du côté de la mémoire. C'est ordinairement chez les femmes de la campagne que cette aptitude se développe le mieux. Dans leur préface, les Grimm en décrivent un type remarquable. Nous avons eu le bonheur de connaître au village de Niederswern, près de Cassel, une paysanne à laquelle nous devons les plus beaux contes de notre second volume. C'était la femme d'un petit éleveur de bestiaux. Elle était pleine encore de vigueur et n'avait guère plus de 50 ans. Ses traits avaient quelque chose de net et d'arrêté, avec une expression agréable et intelligente. Ses grands yeux étaient clairs et perçants. Elle gardait parfaitement dans sa mémoire toutes les anciennes légendes, en avouant que cette faculté n'était pas donnée à tout le monde et que beaucoup de gens ne pouvaient pas les retenir. Elle les racontait posément, sans hésitation, avec une animation extraordinaire. On voyait qu'elle y prenait un plaisir extrême. Quand on le lui demandait, elle répétait ses récits assez lentement pour qu'on pût les recueillir sous la dictée. Plusieurs de nos contes ont été conservés ainsi, mot pour mot. Ceux qui croient que les traditions se perdent vite et que la négligence qu'on met à les transmettre empêche qu'elles ne puissent jamais avoir une longue durée, auraient été bien détrompés s'ils avaient entendu notre conteuse, tant elle restait toujours dans les mêmes termes et veillait avec soin à leur exactitude. Jamais, en répétant un conte, elle n'y changeait rien. Et si elle s'était permis une variante, elle se reprenait aussitôt pour la corriger. Les hommes qui vivent toute leur vie de la même façon tiennent bien plus à la tradition que nous ne pouvons nous l'imaginer, nous qui changeons sans cesse. Si les frères Grimm, en composant cette collection, ont eu surtout l'érudition en vue, ils n'en ont pas moins réussi à faire un livre charmant qui n'amuse pas seulement les petits-enfants de leur pays. En effet, la littérature légendaire, il y a bien peu de temps qu'on s'en doute, a des mérites tout particuliers. Entièrement spontanée et naïve, elle ne contient aucune de ses prétentions personnelles, de ses exhibitions du moi artistique, de ces digressions philosophiques qui sont le fléau de la littérature de nos jours et qui ont trouvé le moyen de se glisser jusque dans les contes pour l'enfance. De plus, tandis que les actualités offrent toujours, par la force des choses, un mélange de bon et de mauvais, où le mauvais l'emporte souvent, dans les légendes, le choix est tout fait. La tradition a agi comme un crible, se délivrant de tout ce qui était insignifiant et conservant seulement ce qui la frappait, ce qui éveillait à un titre quelconque l'attention de ses auditoires, dont le goût n'était pas bien épuré, il est vrai, mais aussi qui n'ont pas de complaisance. Elle a fait plus encore. Elle a corrigé, poli, perfectionné ce qui était bon, jusqu'à ce qu'elle l'ait fait parvenir à un état aussi précis et aussi formulé que possible. Ceux qui examineront à fond, comme nous l'avons fait, les originaux de ces contes, seront étonnés de la perfection littéraire de leur composition. Tout y est habilement calculé et prévu. Les incidents sont amenés de longue main par des circonstances bien choisies. Le surnaturel même est, pour ainsi dire, introduit naturellement. On retrouve partout les caractères spéciaux de la poésie populaire, la symétrie, les antithèses, les répétitions dues parfois au calcul, souvent à une heureuse négligence. Quelquefois même, des indications et des nuances d'une grande délicatesse. Partout enfin, cette attention appliquée qui est l'esprit, comme on a dit, que la patience est le génie. Par là, cet art naïf des conteurs anonymes se rapproche de l'art raffiné des plus grands maîtres. Le mouvement dramatique n'est pas moins remarquable. Quoi de plus parfait à cet égard que le pêcheur et sa femme ? Presque toujours, la narration marche au plus vite et sans s'arrêter en chemin. Quelquefois, elle s'amuse sur un détail en apparence inutile et insignifiant. Mais c'est ce détail qui donne au reste un cachet de réalité. L'invention pure a toujours quelque chose de vague. La vérité observée peut seule arriver à la précision. Les personnages ordinaires de ces contes sont les animaux parlants, et parmi les hommes, le tailleur loustique, le forgeron envieux et brutal, le géant crédule, le nain fantasque, la méchante sorcière, la petite fille pieuse, etc. Les bons sentiments triomphent toujours, et l'espièglerie est le seul genre de méchanceté qui reste impuni. On y trouve un amour profond de la famille, et une autre vertu, malheureusement plus commune en Allemagne qu'en France, la douceur envers les animaux.
Le génie allemand se révèle aussi dans le sentiment intime de la nature et des beautés de la campagne, qui sont souvent décrites en quelques mots avec un rare bonheur. Toutes ces qualités, que nous détaillons avec la complaisance d'un traducteur, ne toucheraient peut-être pas beaucoup les plus jeunes d'entre nos lecteurs. Il en est une à laquelle ils seront plus sensibles qu'au pur mérite littéraire. Ces récits sont toujours divertissants, pleins de gaieté, de bonhomie, de cet humour naïf qui est particulière aux Allemands. Nous sommes loin d'avoir traduit tous les contes recueillis par le zèle infatigable des frères Grimm. Nous avons fait un choix parmi les plus amusants au point de vue de l'enfance, et aussi parmi ceux qui ressemblaient le moins aux contes de fées qui circulent chez nous. Nous avons cru devoir introduire une sorte de classification, mettant d'un côté ceux qui offrent une leçon, ou au moins une impression morale bien déterminée, et aussi quelques petites légendes où se révèle un vif sentiment religieux, et de l'autre, les contes fantastiques ou facétieux qui n'ont d'autre but que d'amuser. Tous ces récits ont été traduits aussi littéralement que possible, sauf deux petites légendes pieuses, Dieu nourrit les malheureux et Le festin céleste, dont les éditeurs ont adouci le dénouement parce qu'ils craignaient l'effet par trop lugubre des originaux sur l'imagination des enfants auxquels ce petit livre est destiné. Les présents des gnomes. Un tailleur et un forgeron voyageaient ensemble. Un soir, comme le soleil venait de se coucher derrière les montagnes, ils entendirent de loin le bruit d'une musique qui devenait plus claire à mesure qu'ils s'approchaient. C'était un son extraordinaire, mais si charmant qu'ils oublièrent toute leur fatigue pour se diriger à grands pas de ce côté. La lune était déjà levée, quand ils arrivèrent à une colline sur laquelle ils virent une foule de petits hommes et de petites femmes qui dansaient en rond d'un air joyeux, en se tenant par la main. Ils chantaient en même temps d'une façon ravissante, et c'était cette musique que les voyageurs avaient entendue. Au milieu se tenait un vieillard un peu plus grand que les autres, vêtu d'une robe de couleur bariolée et portant une barbe qui lui descendait sur la poitrine. Les deux compagnons restaient immobiles d'étonnement en regardant la danse. Le vieillard leur fit signe d'entrer et le petit danseur ouvrit leur cercle. Le forgeron entra sans hésiter. Il avait le dos un peu rond et il était hardi comme tous les bossus. Le tailleur eut d'abord un peu peur et se tint en arrière. Mais quand il vit que tout se passait si gaiement, il prit courage et entra aussi. Aussitôt le cercle se referma et les petits êtres se remirent à chanter et à danser en faisant des bonds prodigieux. Mais le vieillard saisit un grand couteau qui était pendu à sa ceinture, se mit à le repasser, et quand il l'eut assez affilé, se tourna du côté des étrangers. Ils étaient glacés d'effroi. Mais leur anxiété ne fut pas longue. Le vieillard s'empara du forgeron, et en un tour de main il lui eut rasé entièrement les cheveux et la barbe, puis il en fit autant au tailleur. Quand il eut fini, il leur frappa amicalement sur l'épaule, comme pour leur dire qu'ils avaient bien fait de se laisser raser sans résistance, et leur peur se dissipa. Alors, il leur montra du doigt un tas de charbon qui était tout près de là, et leur fit signe d'en remplir leurs poches. Tous deux obéirent sans savoir à quoi ces charbons leur serviraient, et ils continuèrent leur route afin de chercher un gîte pour la nuit. Comme ils arrivaient dans la vallée, la cloche d'un monastère voisin sonna minuit. À l'instant même, le chant s'éteignit, tout disparut, et ils ne virent plus que la colline déserte, éclairée par la lune. Les deux voyageurs trouvèrent une auberge et se couchèrent sur la paille tout habillés, mais la fatigue leur fit oublier de se débarrasser de leur charbon. Un fardeau inaccoutumé qui pesait sur eux les réveilla plus tôt qu'à l'ordinaire. Ils portèrent la main à leur poche, et ils n'en voulaient pas croire leurs yeux quand ils virent qu'elles étaient pleines, non pas de charbon, mais de lingots d'or pur. Leurs barbes et leurs cheveux avaient aussi repoussé merveilleusement. Désormais, ils étaient riches. Seulement, le forgeron qui, par suite de sa nature avide, avait mieux rempli ses poches, possédait le double de ce qu'avait le tailleur. Mais un homme cupide veut toujours avoir plus que ce qu'il a.
Le forgeron proposa au tailleur d'attendre encore un jour et de retourner le soir près du vieillard pour gagner de nouveaux trésors. Le tailleur refusa, disant « J'en ai assez et je suis content. Je veux seulement devenir maître en mon métier et épouser mon charmant objet. » Il appelait ainsi sa promise. « Et je serai un homme heureux. » Cependant, pour faire plaisir à l'autre, il consentit à rester un jour encore. Le soir, le forgeron prit 2 sacs sur ses épaules pour emporter bonne charge, et il se mit en route vers la colline. Comme la nuit précédente, il trouva les petites gens chantant et dansant. Le vieillard le rasa et lui fit signe de prendre des charbons. Il n'hésita pas à remplir ses poches et ses sacs tant qu'il y en put rentrer, s'en retourna joyeux à l'auberge et se coucha tout habillé. « Quand mon or commencera à peser, se dit-il, je le sentirai bien. » Et il s'endormit enfin, dans la douce espérance de s'éveiller le lendemain matin, riche comme un Crésus. Dès qu'il eut les yeux ouverts, son premier soin fut de visiter ses poches. Mais il eut beau fouiller dedans, il n'y trouva que des charbons tout noirs. « Au moins, pensait-il, il me reste l'or que j'ai gagné l'autre nuit. » Il y alla voir. Hélas, cet or aussi était redevenu charbon. Il porta à son front sa main noircie et il sentit que sa tête était chauve et rase, ainsi que son menton. Pourtant, il ne connaissait pas encore tout son malheur. Il vit bientôt qu'à la bosse qu'il portait par derrière, s'en était jointe une autre, par devant. Il sentit alors qu'il recevait le châtiment de sa cupidité et se mit à pousser des gémissements. Le bon tailleur, éveillé par ses lamentations, le consola de son mieux et lui dit « Nous sommes compagnons, nous avons fait notre tournée ensemble. Reste avec moi, mon trésor nous nourrira tous deux. » Il tint parole, mais le forgeron fut obligé de porter toute sa vie ses 2 bosses et de cacher sous un bonnet sa tête dépouillée de cheveux. Blanche-Neige et Rouge-Rose. Une pauvre veuve vivait dans une chaumière isolée. Dans le jardin qui était devant la porte, il y avait 2 rosiers, dont l'un portait des roses blanches et l'autre des roses rouges. La veuve avait 2 filles qui ressemblaient aux 2 rosiers. L'une se nommait Blanche-Neige et l'autre Rouge-Rose. C'étaient les 2 enfants les plus pieux, les plus obéissants et les plus laborieux que le monde eût jamais vus. Mais Blanche-Neige était d'un caractère plus tranquille et plus doux. Rouge-Rose courait plus volontiers dans les prés et dans les champs, à la recherche des fleurs et des papillons. Blanche-Neige restait à la maison avec sa mère, l'aidait aux travaux du ménage et lui faisait la lecture quand l'ouvrage était fini. Les 2 sœurs s'aimaient tant qu'elles se tenaient par la main toutes les fois qu'elles sortaient ensemble. Et quand Blanche-Neige disait « Nous ne nous quitterons jamais », Rouge-Rose répondait « Tant que nous vivrons ». Et la mère ajoutait « Tout devra être commun entre vous 2 ». Elles allaient souvent seules au bois pour cueillir des fruits sauvages. Les animaux les respectaient et s'approchaient d'elles sans crainte. Le lièvre mangeait dans leurs mains, le chevreuil paissait à leur côté, le cerf folâtrait devant elles, et les oiseaux perchés sur les branches voisines chantaient leurs plus jolies chansons. Jamais il ne leur arrivait rien de fâcheux. Si la nuit les surprenait dans le bois, elles se couchaient sur la mousse l'une près de l'autre et dormaient jusqu'au lendemain, sans que leur mère eût aucune inquiétude. Une fois qu'elles avaient passé la nuit dans le bois, quand l'aurore les réveilla, elles virent près d'elles un bel enfant vêtu d'une robe d'un blanc éclatant. Il attachait sur elle un regard amical, mais il disparut dans le bois sans dire un mot. Elles s'aperçurent alors qu'elles s'étaient couchées tout près d'un précipice et qu'elles seraient tombées si elles avaient fait seulement 2 pas de plus dans les ténèbres. Leur mère leur dit que cet enfant était sans doute l'ange gardien des bonnes petites filles. Blanche-Neige et Rouge-Rose tenaient la cabane de leur mère si propre qu'on aurait pu se mirer dedans. En été, Rouge-Rose avait soin du ménage et chaque matin sa mère trouvait à son réveil un bouquet dans lequel il y avait une fleur de chacun des 2 rosiers. En hiver, Blanche-Neige allumait le feu et accrochait la marmite à la crémaillère. Et la marmite était en cuivre jaune qui brillait comme de l'or, tant elle était bien écurée. Le soir, quand la neige tombait, la mère disait « Blanche-Neige, va mettre le verrou ». Ensuite, elle s'asseyait au coin du feu.
La mère mettait ses lunettes et faisait la lecture dans un grand livre, et les deux petites écoutaient tout en filant leurs quenouilles. Auprès d'elle était couché un petit agneau, et derrière, une tourterelle dormait sur son perchoir, la tête sous l'aile. Un soir qu'elles étaient réunies tranquillement, on frappa à la porte. « Rouge-Rose, dit la mère, va vite ouvrir, c'est sans doute quelques voyageurs égarés qui cherchent un abri pour la nuit. » Rouge-Rose alla tirer le verrou, et elle s'attendait à voir entrer un pauvre homme, quand un ours passa sa grosse tête noire par la porte entr'ouverte. Rouge-Rose s'enfuit en poussant des cris. L'agneau se mit à bêler, la colombe a volé par toute la chambre, et Blanche-Neige courut se cacher derrière le lit de sa mère. Mais l'ours leur dit « Ne craignez rien, je ne vous ferai pas de mal. Je vous demande seulement la permission de me chauffer un peu, car je suis à moitié gelée. » « Approche-toi du feu, pauvre ours, répondit la mère. Prends garde seulement de brûler ta fourrure. Puis elle appela. Blanche-Neige, Rouge-Rose, revenez, l'ours ne vous fera pas de mal, il n'a que de bonnes intentions. Elles revinrent toutes deux, et peu à peu l'agneau et la tourterelle s'approchèrent aussi et oublièrent leur frayeur. L'ours dit « Enfant, secouez un peu la neige qui est sur mon dos. » Elles prirent le balai et lui nettoyèrent toute la peau, puis il s'étendit devant le feu en faisant des grognements d'aise et de satisfaction. Elles ne tardèrent pas à se rassurer tout à fait, et même à jouer avec cet hôte inattendu. Elles lui tiraient le poil, elles lui montaient sur le dos, le roulaient dans la chambre, lui donnaient de petits goûts de baguette, et quand il grognait, elles éclataient de rire. L'ours se laissait faire. Seulement, quand le jeu allait trop loin, il leur disait « Laissez-moi vivre, ne tuez pas votre prétendu. » Quand on alla se coucher, la mère lui dit « Reste là, passe la nuit devant le feu, au moins tu seras à l'abri du froid et du mauvais temps. » Dès l'aurore, les petites filles lui ouvrirent la porte et il s'en alla dans le bois en trottant sur la neige. À partir de ce jour, il revint chaque soir à la même heure. Il s'étendait devant le feu et les enfants jouaient avec lui tant qu'elles voulaient. On était tellement accoutumés à sa présence qu'on ne mettait pas le verrou à la porte avant qu'il fût arrivé. Quand le printemps fut de retour et que tout fut vert dehors, l'ours dit un matin à Blanche-Neige « Je m'en vais et je ne reviendrai pas de l'été. »« Où vas-tu donc, cher ours ?» demanda Blanche-Neige. « Je vais dans le bois. Il faut que je garde mes trésors contre les méchants nains. L'hiver, quand la terre est gelée, ils sont forcés de rester dans leurs trous sans pouvoir se frayer un passage. Mais à présent que le soleil a réchauffé la terre, ils vont sortir pour aller à la maraude. Ce qu'ils ont pris et caché dans leurs trous ne revint pas aisément à la lumière. » Blanche-Neige était toute triste du départ de l'ours. Quand elle lui ouvrit la porte, il s'écorcha un peu en passant contre le loquet. Elle crut avoir vu briller de l'or sous sa peau, mais elle n'en était pas bien sûre. L'ours partit au plus vite et disparut bientôt derrière les arbres. Quelque temps après, la mère ayant envoyé ses filles ramasser du bois mort dans la forêt, elles virent un grand arbre abattu et quelque chose qui s'agitait çà et là dans l'herbe près du tronc, sans qu'on pût bien distinguer ce que c'était. En approchant, elles reconnurent que c'était un petit nain au visage vieux et ridé, avec une barbe blanche longue d'une aune. La barbe était prise dans une fente de l'arbre et le nain sautillait comme un jeune chien après une ficelle sans pouvoir la dégager. Il fixa des yeux ardents sur les deux petites et leur cria « Que faites-vous planter là, plutôt que de venir à mon secours ?»« Pauvre petite âme !» demanda Rouge-Rose. « Comment es-tu ainsi prise au piège ?»« Sotte curieuse !» répliqua le nain. « Je voulais fendre cet arbre afin d'avoir du petit bois en éclats pour ma cuisine, car nos plats sont mignons et les grosses bûches les brûleraient. Nous ne crevons pas de mangeaille, comme votre engeance grossière et goulue. J'avais donc déjà introduit mon coin dans le bois, mais ce maudit coin était trop glissant. Il a sauté au moment où je m'y attendais le moins, et le tronc s'est refermé si vite que je n'ai pas eu le temps de retirer ma belle barbe blanche. Maintenant elle est prise et je ne peux plus la ravoir. Les voilà qui se mettent à rire, les niaises figures de crème. Fi, que vous êtes laide !» Les enfants eurent beau se donner du mal, elles ne purent dégager la barbe qui tenait comme dans un étau.
Je cours chercher du monde, dit Rouge-Rose. Appelez du monde, s'écria le nain de sa voix rauque. Vous êtes déjà trop de vous deux, imbéciles bourriques. Un peu de patience, dit Blanche-Neige, nous allons vous tirer d'affaire. En sortant de sa poche ses petits ciseaux, elle coupa le bout de sa barbe. Dès que le nain fut libre, il alla prendre un sac plein d'or qui était caché dans les racines de l'arbre en murmurant. Grossière créature que ces enfants, coupez un bout de ma barbe magnifique, que le diable vous récompense. Puis il mit le sac sur son dos et s'en alla sans seulement les regarder. À quelques mois de là, les deux sœurs allèrent un jour pêcher un plat de poisson. En approchant de la rivière, elles aperçurent une espèce de grosse sauterelle qui sautait au bord de l'eau comme si elle avait voulu s'y jeter. Elles accoururent et reconnurent le nain. « Qu'as-tu donc » dit Rouge-Rose. « Est-ce que tu veux te jeter à l'eau ?»« Pas si bête » s'écria le nain. « Ne voyez-vous pas que c'est ce maudit poisson qui veut m'entraîner ?» Il avait jeté sa ligne. Mais malheureusement, le vent avait mêlé sa barbe avec le fil, et quelques instants après, quand un gros poisson vint mordre à l'appât, les forces de la faible créature ne suffirent pas à le tirer de l'eau. Le poisson avait le dessus et attirait à lui le nain. Il avait beau se retenir aux joncs et aux herbes de la rive, le poisson l'entraînait et il était en danger de tomber à l'eau. Les petites arrivèrent à temps pour le retenir, et elles essayèrent de dégager sa barbe, mais ce fut en vain, tant elle était mêlée avec le fil. Il fallut encore avoir recours aux ciseaux et en couper un tout petit bout. Dès que le nain s'en aperçut, il s'écria avec colère. « Est-ce votre habitude, sotte brute, de défigurer ainsi les gens ? Ce n'est pas assez de m'avoir écourté la barbe une première fois, il faut aujourd'hui que vous m'en coupiez la moitié. Je n'oserais plus me montrer à mes frères. Puissiez-vous courir sans souliers et vous écorcher les pieds. » Et, prenant un sac de perles qui était caché dans les roseaux, il le traîna après lui sans ajouter un seul mot et disparut aussitôt derrière une pierre. Peu de temps après, la mère envoya ses filles à la ville pour acheter du fil, des aiguilles et des rubans. Il leur fallait passer par une lande parsemée de gros rochers. Elles aperçurent un grand oiseau qui planait en l'air et qui, après avoir longtemps tourné au-dessus de leur tête, tout en descendant peu à peu, finit par fondre brusquement sur le sol. En même temps, on entendit des cris perçants et lamentables. Elles accoururent et virent avec effroi un aigle qui tenait dans ses serres leur vieille connaissance, le nain, et qui cherchait à l'enlever. Les petites filles, dans la bonté de leur cœur, retinrent le nain de toute leur force et se débattirent si bien contre l'aigle qu'il finit par lâcher sa proie. Mais quand le nain fut un peu remis de sa frayeur, il leur cria de sa voix glapissante. « Ne pouviez-vous pas vous y prendre un peu moins rudement ? Vous avez si bien tiré sur ma pauvre robe qu'elle est maintenant en lambeaux, petite rustre maladroite que vous êtes. » Puis, il prit son sac plein de pierres précieuses et se glissa dans son trou au milieu des rochers. Les petites étaient accoutumées à son ingratitude. Elles se remirent en chemin et allèrent faire leurs emplettes à la ville. En repassant par la lande à leur retour, elles surprirent le nain qui avait vidé devant lui son sac de pierres précieuses, ne songeant pas que personne dût passer par là si tard. Le soleil couchant éclairait les pierreries, qui lançaient des feux si merveilleux que les petites s'arrêtèrent immobiles à les considérer. « Pourquoi restez-vous là, abaillés aux corneilles ?» leur dit-il. Et son visage, ordinairement gris, était rouge de colère. Il allait continuer ses injures quand on entendit un grognement terrible et un ours noir sortit du bois. Le nain, plein d'effroi, voulut fuir, mais il n'eut pas le temps de regagner sa cachette. L'ours lui barra le chemin. Alors il le supplia avec un accent désespéré. « Cher seigneur ours, épargnez-moi et je vous donnerai tous mes trésors, tous ces joyaux que vous voyez devant vous. Accordez-moi la vie. Que gagnerez-vous à tuer un misérable nain comme moi? Vous ne me sentiriez pas sous vos dents? Prenez plutôt ces deux maudites petites filles. Ce sont deux bons morceaux, gras comme des cailles. Croquez-les, au nom de Dieu. » Mais l'ours, sans l'écouter, donna à cette méchante créature un seul coup de patte qui l'étendit raide mort. Les petites filles s'étaient sauvées, mais l'ours leur cria « Blanche-Neige, Rouge-Rose, n'ayez pas peur, attendez-moi. » Elles reconnurent sa voix et s'arrêtèrent. Et quand il fut près d'elles, sa peau d'ours tomba tout à coup et elles virent un beau jeune homme,
tout revêtus d'habits dorés. « Je suis prince, leur dit-il. Cet infâme nain m'avait changé en ours, après m'avoir volé mes trésors. Il m'avait condamné à courir les bois sous cette forme, et je ne pouvais être délivré que par sa mort. Maintenant, il a reçu le prix de sa méchanceté. » Blanche-Neige épousa le prince, et Rouge-Rose épousa son frère. Ils partagèrent entre eux les grands trésors que le nain avait amassés dans son trou. La vieille mère vécut encore de longues années, tranquille et heureuse près de ses enfants. Elle prit les 2 rosiers et les plaça sur sa fenêtre. Ils portaient chaque été les plus belles roses, blanches et rouges. La reine des abeilles. Il y avait une fois 2 fils de rois qui s'en allèrent chercher les aventures et se jetèrent dans les dérèglements et la dissipation, si bien qu'ils ne revinrent pas à la maison paternelle. Leur frère cadet, qu'on appelait le petit Nigaud, se mit à leur recherche. Mais quand il les eut retrouvés, ils se moquèrent de lui, qui, dans sa simplicité, prétendait se diriger dans un monde où ils s'étaient perdus tous deux, eux qui avaient bien plus d'esprit que lui. S'étant mis ensemble en chemin, ils rencontrèrent une fourmilière. Les 2 aînés voulaient la bouleverser pour s'amuser de l'anxiété des petites fourmis et les voir courir de tous côtés en emportant leurs œufs. Mais le petit Nigaud leur dit « Laissez en paix ces animaux, je ne souffrirai pas qu'on les trouble. » Plus loin, ils trouvèrent un lac sur lequel nageaient je ne sais combien de canards. Les 2 aînés en voulaient prendre un couple pour les faire rôtir, mais le jeune s'y opposa en disant « Laissez en paix ces animaux, je ne souffrirai pas qu'on les tue. » Plus loin encore, ils aperçurent dans un arbre un nid d'abeilles, si plein de miel qu'il en coulait tout le long du tronc. Les 2 aînés voulaient faire du feu sous l'arbre pour enfumer les abeilles et s'emparer du miel. Mais le petit Nigaud les retint et leur dit « Laissez ces animaux en paix, je ne souffrirai pas que vous les brûliez. » Enfin, les 3 frères arrivèrent dans un château dont les écuries étaient pleines de chevaux changés en pierre. On n'y voyait personne. Ils traversèrent toutes les salles et parvinrent à la fin devant une porte fermée par 3 serrures. Au milieu de la porte, il y avait un petit guichet par lequel on apercevait un appartement. Ils y virent un petit homme à cheveux gris, assis devant une table. Ils l'appelèrent 1 fois, 2 fois, sans qu'il parût entendre. À la 3e, il se leva, ouvrit la porte et sortit au-devant d'eux. Puis, sans prononcer une parole, il les conduisit à une table richement servie, et quand ils eurent bu et mangé, il les mena chacun dans une chambre à coucher séparée. Le lendemain matin, le petit vieillard vint à l'aîné des frères, et lui faisant signe de le suivre, il le conduisit devant une table de pierre sur laquelle étaient écrites 3 épreuves dont il fallait venir à bout pour désenchanter le château. La première était de chercher dans la mousse, au milieu des bois, les 1000 perles de la princesse qu'on y avait semées. Et si le chercheur ne les avait pas trouvées toutes avant le coucher du soleil, sans qu'il en manquât une seule, il serait changé en pierre. L'aîné passa tout le jour à chercher les perles, mais quand arriva le soir, il n'en avait pas trouvé plus de 100, et il fut changé en pierre, comme il était écrit sur la table. Le lendemain, le second frère entreprit l'aventure, mais il ne réussit pas mieux que son aîné. Il ne trouva que 200 perles, et il fut changé en pierre. Enfin, vint le tour du petit Nigaud. Il chercha les perles dans la mousse. Mais comme c'était bien difficile et bien long, il s'assit sur une pierre et se mit à pleurer. Il en était là quand le roi des fourmis, auquel il avait sauvé la vie, arriva avec 5000 de ses sujets, et il ne fallut qu'un instant à ces petits animaux pour trouver toutes les perles et les réunir en un seul tas. La seconde épreuve consistait à repêcher la clé de la chambre à coucher de la princesse, qui était au fond du lac. Quand le jeune homme approcha, les canards qu'il avait sauvés vinrent à sa rencontre, plongèrent au fond de l'eau et en rapportèrent la clé. Mais la troisième épreuve était la plus difficile. Il fallait reconnaître la plus jeune et la plus aimable d'entre les 3 princesses endormies. Elles se ressemblaient parfaitement, et la seule chose qui les distingua était qu'avant de s'endormir, l'aînée avait mangé un morceau de sucre, tandis que la seconde avait bu une gorgée de sirop et que la troisième avait pris une cuillerée de miel.
Mais la reine des abeilles que le jeune homme avait sauvée du feu vint à son secours. Elle alla flairer la bouche des 3 princesses et resta posée sur les lèvres de celle qui avait mangé du miel. Le prince la reconnut ainsi. Alors, l'enchantement étant détruit, le château fut tiré de son sommeil magique, et tous ceux qui étaient changés en pierre reprirent la forme humaine. Le prétendu Nigo épousa la plus jeune et la plus aimable des princesses, et il fut roi après la mort de son père. Quant à ses 2 frères, ils épousèrent les 2 autres sœurs. Le vieux grand-père et le petit-fils. Il était une fois un pauvre homme bien vieux, qui avait les yeux troubles, l'oreille dure et les genoux tremblants. Quand il était à table, il pouvait à peine tenir sa cuillère. Il répandait de la soupe sur la nappe et quelquefois même en laissait échapper de sa bouche. La femme de son fils et son fils lui-même en avaient pris un grand dégoût et à la fin, ils le reléguèrent dans un coin derrière le poêle où il lui donnait à manger une chétive pitance dans une vieille écuelle de terre. Le vieillard avait souvent les larmes aux yeux et regardait tristement du côté de la table. Un jour, l'écuelle, que tenaient mal ses mains tremblantes, tomba à terre et se brisa. La jeune femme s'emporta en reproches. Il n'osa rien répondre et baissa la tête en soupirant. On lui acheta pour 2 liards une écuelle de bois dans laquelle désormais on lui donnait à manger. Quelques jours après, son fils et sa belle-fille virent leur enfant, qui avait 4 ans, occupé à assembler par terre de petites planchettes. « Que fais-tu là » lui demanda son père. « C'est un auger, » répondit-il, « pour donner à manger à papa et à maman quand ils seront vieux. » Le mari et la femme se regardèrent un instant sans rien dire, puis ils se mirent à pleurer, reprirent le vieux grand-père à table et désormais le firent toujours manger avec eux, sans plus jamais le rudoyer. Le fidèle Jean. Il était une fois un vieux roi qui tomba malade. Sentant qu'il allait mourir, il fit appeler le fidèle Jean. C'était son plus cher serviteur et on le nommait ainsi parce que toute sa vie il avait été fidèle à son maître. Quand il fut venu, le roi lui dit « Mon fidèle Jean, je sens que ma fin s'approche. Je n'ai de souci qu'en songeant à mon fils. Il est encore bien jeune. Il ne saura pas toujours se diriger. Je ne mourrai tranquille que si tu me promets de veiller sur lui, de l'instruire de tout ce qu'il doit savoir et d'être pour lui un second père. »« Je vous promets, répondit Jean, de ne pas l'abandonner. Je le servirai fidèlement, dût-il m'en coûter la vie. »« Je peux donc mourir en paix, dit le vieux roi. Après ma mort, tu lui feras voir tout le palais, toutes les chambres, les salles, les souterrains avec les richesses qui y sont renfermées. Seulement, tu ne le laisseras pas entrer dans la dernière chambre de la grande galerie, où se trouve le portrait de la princesse du dôme d'or. Car s'il voit ce tableau, il ressentira pour elle un amour irrésistible qui lui fera courir les plus grands dangers. Tâche de l'en préserver. Le fidèle Jean réitéra ses promesses, et le vieux roi, tranquillisé, posa sa tête sur l'oreiller et expira. Quand on eut mis le vieux roi au tombeau, Jean raconta au jeune successeur ce qu'il avait promis à son père au lit de mort. « Je le tiendrai, ajouta-t-il, et je vous serai fidèle comme je l'ai été à votre père, dût-il m'en coûter la vie. » Après que le grand deuil fut passé, Jean dit au roi « Il est temps que vous connaissiez votre héritage. Je vais vous faire voir le palais de votre père. » Il le conduisit partout, de haut en bas, et lui fit voir toutes les richesses qui remplissaient les splendides appartements, en omettant seulement la chambre où était le dangereux portrait. Il avait été placé de telle sorte que lorsqu'on ouvrait la porte, on l'apercevait aussitôt, et il était si bien fait qu'il semblait vivre et respirer, et que rien au monde n'était si beau ni si aimable. Le jeune roi vit bien que le fidèle Jean passait toujours devant cette porte sans l'ouvrir, et il lui demanda pourquoi. « C'est, répondit l'autre, parce qu'il y a dans la chambre quelque chose qui vous ferait peur. »« J'ai vu tout le château, dit le roi.
Je veux savoir ce qu'il y a ici. » Et il voulait l'ouvrir de force. Le fidèle Jean le retint encore et lui dit : « J'ai promis à votre père, à son lit de mort, de ne pas vous laisser entrer dans cette chambre. Il pourrait en résulter les plus grands malheurs pour vous et pour moi. » « Le malheur le plus grand, répliqua le roi, c'est que ma curiosité ne soit pas satisfaite. Je n'aurai de repos que lorsque mes yeux auront vu. Je ne sors pas d'ici que tu ne m'aies ouvert. » Le fidèle Jean, voyant qu'il n'y avait plus moyen de s'y refuser, alla, le cœur bien gros, et en soupirant beaucoup, chercher la clé au grand trousseau. Quand la porte fut ouverte, il entra le premier, tentant de cacher le portrait avec son corps. Tout fut inutile. Le roi, en se dressant sur la pointe des pieds, l'aperçut par-dessus son épaule. Mais en voyant cette image de jeune fille si belle et si brillante d'or et de pierreries, il tomba sans connaissance sur le parquet. Le fidèle Jean le releva et le porta sur son lit tout en murmurant : « Le malheur est fait. Grand Dieu, qu'allons-nous devenir ?» Et il lui fit prendre un peu de vin pour le réconforter. Le premier mot du roi, quand il revint à lui, fut pour demander quel était ce beau portrait. « C'est celui de la princesse du dôme d'or, » répondit le fidèle Jean. « Mon amour pour elle est si grand, » continua le roi, « que si toutes les feuilles des arbres étaient des langues, elles ne suffiraient pas à l'exprimer. Ma vie tient désormais à sa possession. Tu m'aideras, toi, qui es mon fidèle serviteur. » Le fidèle Jean réfléchit longtemps à la manière dont il convenait de s'y prendre, car il était difficile même de se présenter devant les yeux de la princesse. Enfin, il imagina un moyen et dit au roi : « Tout ce qui entoure la princesse est d'or. Chaises, plats, tables, gobelets, meubles de toute espèce. Vous avez 5 tonnes d'or dans votre trésor. Il faut en confier une aux orfèvres pour qu'ils vous en fassent des vases et des bijoux d'or de toutes les façons. Des oiseaux, des bêtes sauvages, des monstres de 1000 formes. Tout cela doit plaire à la princesse. Nous nous mettrons en route avec ce bagage et nous tâcherons de réussir. » Le roi fit venir tous les orfèvres du pays et ils travaillèrent nuit et jour jusqu'à ce que tout fût prêt. Quand on en eut chargé un navire, le fidèle Jean prit des habits de marchand et le roi en fit autant pour que personne ne pût le reconnaître. Puis ils mirent à la voile et naviguèrent jusqu'à la ville où demeurait la princesse du dôme d'or. Le fidèle Jean débarqua seul et laissa le roi dans le navire. « Peut-être, lui dit-il, ramènerai-je la princesse ? Ayez soin que tout soit en ordre, que les vases d'or soient exposés et que le navire soit paré et en fête. » Là-dessus, il remplit sa ceinture de plusieurs petits bijoux d'or et se rendit directement au palais du roi. Il vit, en entrant dans la cour, une jeune fille qui puisait de l'eau à une fontaine avec 2 seaux d'or. Comme elle se retournait pour s'en aller, elle aperçut l'étranger et lui demanda qui il était. « Je suis marchand, » répondit-il, et en ouvrant sa ceinture, il lui fit voir ses marchandises. « Que de belles choses !» s'écria-t-elle. Et, posant ses seaux à terre, elle se mit à considérer tous les bijoux les uns après les autres. « Il faut, dit-elle, que la princesse voie tout cela. Elle vous l'achètera, elle qui aime tant les objets d'or. » Et, le prenant par la main, elle le fit monter dans le palais, car c'était une femme de chambre. La princesse fut ravie de voir les bijoux et elle dit : « Tout cela est si bien travaillé que je l'achète. » Mais le fidèle Jean répondit : « Je ne suis que le serviteur d'un riche marchand. Tout ce que vous voyez ici n'est rien auprès de ce que mon maître a dans son navire. Vous y verrez les ouvrages d'or les plus beaux et les plus précieux. » Elle voulait se les faire apporter, mais il dit : « Il y en a trop. Il faudrait trop de temps et trop de place. Votre palais n'y suffirait pas. » Sa curiosité n'en était que plus excitée. Et enfin, elle s'écria : « Eh bien, conduis-moi à ce navire. Je veux aller moi-même voir les trésors de ton maître. » Le fidèle Jean la mena tout joyeux au navire, et le roi, en la voyant, la trouva encore plus belle que son portrait. Le cœur lui en bondissait de joie. Quand elle fut montée à bord, le roi lui offrit la main. Pendant ce temps-là, le fidèle Jean, qui était resté derrière, ordonna au capitaine de lever l'ancre à l'instant
et de fuir à toute voile. Le roi était descendu avec elle dans la chambre et lui montrait une à une toutes les pièces de la vaisselle d'or, les plats, les coupes, les oiseaux, les bêtes sauvages et les monstres. Plusieurs heures se passèrent ainsi, et pendant qu'elle était occupée à tout examiner, elle ne s'apercevait pas que le navire marchait. Quand elle eut fini, elle remercia le prétendu marchand et se disposa à retourner dans son palais. Mais arrivée sur le pont, elle s'aperçut qu'elle était en pleine mer, bien loin de la terre, et que le navire cinglait à pleine voile. « Je suis trahie !» s'écria-t-elle dans son effroi. « On m'emmène, être tombée au pouvoir d'un marchand. J'aimerais mieux mourir. » Mais le roi lui dit en lui prenant la main, « Je ne suis pas marchand, je suis roi, et d'une aussi bonne famille que la vôtre. Si je vous ai enlevé par ruse, ne l'attribuez qu'à la violence de mon amour. Il est si fort que, quand j'ai vu votre portrait pour la première fois, j'en suis tombée sans connaissance à la renverse. » Ces paroles consolèrent la princesse. Son cœur en fut touché, et elle consentit à épouser le roi. Pendant qu'il naviguait en pleine mer, le fidèle Jean, étant assis un jour à l'avant du navire, aperçut dans l'air 3 corneilles qui vinrent se poser devant lui. Il prêta l'oreille à ce qu'elles se disaient entre elles, car il comprenait leur langage. « Eh bien, disait la première, il emmène la princesse du Dôme d'Or. »« Oui, répondit la seconde, mais il ne la tient pas encore. »« Comment ? Dit la troisième. Elle est assise près de lui. »« Qu'importe, reprit la première. Quand ils débarqueront, on présentera au roi un cheval roux. Il voudra le monter, mais s'il le fait, le cheval s'élancera dans les airs avec lui, et on n'aura plus jamais de leurs nouvelles. »« Mais, dit la seconde, n'y a-t-il donc aucune ressource ? » ?»« Il y en a une, dit la première. Il faut qu'une autre personne s'élance sur le cheval, et que, saisissant dans les fonds d'un pistolet, elle le tue roide. On préserverait ainsi le roi. Mais qui peut savoir cela ? Et encore, celui qui le saurait et le dirait serait changé en pierre depuis les pieds jusqu'aux genoux. La seconde corneille dit à son tour. Je sais quelque chose de plus encore. En supposant que le cheval soit tué, le jeune roi ne possédera pas encore sa fiancée. Quand ils entreront ensemble dans le palais, on lui présentera sur un plat une magnifique chemise de noces qui semblera tissée d'or et d'argent, mais elle n'est réellement que poids et soufre. Si le roi la met, elle le brûlera jusqu'à la moelle des os. N'y a-t-il donc aucune ressource ? Dit la troisième. Il y en a une, répondit la seconde. Il faut qu'une personne munie de gants saisisse la chemise et la jette au feu. La chemise brûlée, le roi sera sauvé. Mais à quoi sert cela ? Celui qui le saurait et le dirait se verrait changé en pierre depuis le genou jusqu'au cœur. La troisième corneille ajouta. Je sais quelque chose de plus encore. En supposant la chemise brûlée, le jeune roi ne possédera pas encore sa femme. S'il y a un bal de noces et que la jeune reine y danse, elle s'évanouira tout d'un coup et tombera comme morte. Et elle le sera réellement si quelqu'un ne la relève pas aussitôt et ne lui suce pas sur l'épaule droite 3 gouttes de sang qu'il crachera immédiatement. Mais celui qui saurait ça et qui le dirait serait changé en pierre de la tête aux pieds. Après cette conversation, les corneilles reprirent leur vol. Le fidèle Jean, qui avait tout entendu, resta depuis ce temps triste et silencieux. Se taire, c'était le malheur du roi, mais parler, c'était sa propre perte. Enfin, il se dit à lui-même « Je sauverai mon maître, dût-il m'en coûter la vie ?» Au débarquement, tout se passa comme la corneille l'avait prédit. Un magnifique cheval roux fut présenté au roi. « Bien, dit-il, je vais le monter jusqu'au palais. » Et il allait l'enfourcher quand le fidèle Jean, passant devant lui, s'élança dessus, tira le pistolet des fontes et étendit le cheval roide mort. Les autres serviteurs du roi, qui n'aimaient guère le fidèle Jean, s'écrièrent qu'il fallait être fou pour tuer un si bel animal que le roi allait monter. Mais leur roi leur dit « Taisez-vous, laissez-le faire. C'est mon fidèle. Il a sans doute ses raisons pour agir ainsi. » Ils arrivèrent au palais, et dans la première salle, la chemise de noces était posée sur un plat. Il semblait qu'elle fût d'or et d'argent.
Le prince allait y toucher, mais le fidèle Jean le repoussa, et la saisissant avec des gants, il la jeta au feu qui la consuma à l'instant même. Les autres serviteurs se remirent à murmurer. « Voyez, disait-il, le voilà qui brûle la chemise de noces du roi. » Mais le jeune roi répéta encore. « Il a sans doute ses raisons. Laissez-le faire, c'est mon fidèle. » On célébra les noces. Il y eut un grand bal, et la mariée commença à danser. Dans ce moment, le fidèle Jean ne la perdit pas des yeux. Tout à coup, il lui prit une faiblesse et elle tomba comme une morte à la renverse. Se jetant sur elle aussitôt, il la releva et la porta dans sa chambre, et là, l'ayant couchée sur son lit, il se pencha sur elle et il lui suça à l'épaule droite 3 gouttes de sang qu'il cracha. À l'instant même, elle respira et reprit connaissance. Mais le jeune roi, qui avait tout vu et qui ne comprenait rien à la conduite de Jean, finit par s'en courroucer et le fit jeter en prison. Le lendemain, le fidèle Jean fut condamné à mort et conduit à la potence. Étant déjà monté à l'échelle, il dit « Tout homme qui va mourir peut parler avant sa fin. En aurais-je le droit ?»« Je te l'accorde, dit le roi. »« Eh bien, on m'a condamné injustement, et je n'ai pas cessé de t'être fidèle. » Alors, il raconta comme il avait entendu sur mer la conversation des corneilles et comment tout ce qu'il avait fait était nécessaire pour sauver son maître. « Oh, mon fidèle Jean !» s'écria le roi. « Je te fais grâce, faites-le descendre. » Mais au dernier mot qu'il avait prononcé, le fidèle Jean était tombé sans vie. Il était changé en pierre. Le roi et la reine en eurent un grand chagrin. « Hélas, dit le roi, tant de dévouement a été bien mal récompensé. » Il fit porter la statue de pierre dans sa chambre à coucher près de son lit. Chaque fois qu'il la voyait, il répétait en pleurant. « Hélas, mon fidèle Jean, que ne puis-je te rendre la vie ?» Au bout de quelque temps, la reine mit au monde 2 fils jumeaux qu'elle éleva heureusement et qui furent la joie de leurs parents. Un jour que la reine était à l'église et que les 2 enfants jouaient dans la chambre avec leur père, ses yeux tombèrent sur la statue et il ne put s'empêcher de répéter encore en soupirant. « Hélas, mon fidèle Jean, que ne puis-je te rendre la vie ?» Mais la statue, prenant la parole, lui dit « Tu le peux, si tu veux y consacrer ce que tu as de plus cher. »« Tout ce que je possède au monde, s'écria le roi, je le sacrifierai pour toi. »« Eh bien, dit la statue, pour que je retrouve l'existence, il faut que tu coupes la tête à tes 2 fils et que tu me frottes tout entier avec leur sang. » Le roi pâlit en entendant cette horrible condition. Mais songeant au dévouement de ce fidèle serviteur qui avait donné sa vie pour lui, il tira son épée et de sa propre main, il abattit la tête de ses enfants et frotta la pierre avec leur sang. À l'instant même, la statue se ranima et le fidèle Jean apparut frais et dispos devant lui. Mais il dit au roi « Ton dévouement pour moi aura sa récompense. » Et, prenant les têtes des enfants, il les replaça sur leurs épaules et frotta les blessures avec leur sang. Au même moment, ils revinrent à la vie et se remirent à sauter et à jouer comme si rien n'était arrivé. Le roi était plein de joie. Quand il entendit revenir la reine, il fit cacher Jean et les enfants dans une grande armoire. Lorsqu'elle entra, il lui demanda « As-tu prié à l'église ?»« Oui, répondit-elle, et j'ai constamment pensé au fidèle Jean, si malheureux à cause de nous. »« Chère femme, dit-il, nous pouvons lui rendre la vie, mais il nous en coûtera celle de nos 2 fils. » La reine pâlit et son cœur se serra. Cependant, elle répondit « Nous lui devons ce sacrifice à cause de son dévouement. » Le roi, charmé de voir qu'elle avait pensé comme lui, alla ouvrir l'armoire et fit sortir le fidèle Jean et leurs 2 enfants. « Dieu soit loué, ajouta-t-il, il est délivré, et nous avons nos fils. » Et il raconta à la reine tout ce qui s'était passé. Et ils vécurent tous heureux ensemble jusqu'à la fin. Les 2 compagnons en tournée. Les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent, et souvent les bons avec les mauvais. Un cordonnier et un tailleur se trouvèrent sur la même route en faisant leur tour de pays. Le tailleur était un joli petit homme, toujours gai et de bonne humeur. Il vit venir de son côté le cordonnier, et reconnaissant son métier au paquet qu'il portait, il se mit à chanter une petite chanson moqueuse. « Perce un point subtil, tire fort ton fil, poisse-le bien dans sa longueur, chasse tes clous avec vigueur. »
Mais le cordonnier, qui n'entendait pas la plaisanterie, prit un air comme s'il avait bu du vinaigre. On aurait cru qu'il allait sauter à la gorge du tailleur. Heureusement, le petit homme lui dit en riant et en lui présentant sa gourde : « Allons, c'était pour rire. Bois un coup et ravale ta bile. » Le cordonnier but un grand trait, et l'air de son visage parut revenir un peu au beau. Il rendit la gourde au tailleur en lui disant : « J'y ai fait honneur. C'est pour la soif présente et pour la soif à venir. Voulez-vous que nous voyagions ensemble ? » « Volontiers, dit le tailleur, pourvu que nous allions dans quelque grande ville où l'ouvrage ne manque pas. »« C'est aussi mon intention, dit le cordonnier. Dans les petits endroits, il n'y a rien à faire. Les gens y vont nu-pieds. » Et ils firent route ensemble, à pied, comme les chiens du roi. Tous deux avaient plus de temps à perdre que d'argent à dépenser. Dans chaque ville où ils entraient, ils visitaient les maîtres de leur métier. Et comme le petit tailleur était joli et de bonne humeur, avec de gentils joues roses, on lui donnait volontiers de l'ouvrage. Souvent même, sous la porte, la fille du patron lui laissait prendre un baiser par-dessus le marché. Quand il se retrouvait avec son compagnon, sa bourse était toujours la mieux garnie. Alors le cordonnier, toujours grognon, allongeait encore sa mine en grommelant. Il n'y a de la chance que pour les coquins. Mais le tailleur ne faisait qu'en rire, et il partageait tout ce qu'il avait avec son camarade. Dès qu'il sentait sonner 2 sous dans sa poche, il faisait servir du meilleur, et les gestes de sa joie faisaient sauter les verres sur la table. C'était chez lui, lestement gagné, lestement dépensé. Après avoir voyagé pendant quelque temps, ils arrivèrent à une grande forêt par laquelle passait le chemin de la capitale du royaume. Il fallait choisir entre 2 sentiers, l'un offrant une longueur de 7 jours, l'autre de 2 jours de marche. Mais ils ne savaient ni l'un ni l'autre quel était le plus court. Ils s'assirent sous un chêne et tinrent conseil sur le parti à prendre et sur la quantité de pain qu'il convenait d'emporter. Le cordonnier dit : « On doit toujours pousser la précaution aussi loin que possible. Je prendrai du pain pour 7 jours. »« Quoi ? dit le tailleur. Traîner sur son dos du pain pour 7 jours comme une bête de somme ? À la grâce de Dieu, je ne m'en embarrasse pas. L'argent que j'ai dans ma poche vaut autant en été qu'en hiver, mais en temps chaud, le pain se dessèche et moisit. Mon habit ne va pas plus bas que la cheville. Je ne prendrai pas tant de précautions. Et d'ailleurs, pourquoi ne tomberions-nous pas sur le bon chemin ? 2 jours de pain, c'est bien assez. » Chacun d'eux fit sa provision et ils se mirent en route au petit bonheur. Tout était calme et tranquille dans la forêt, comme dans une église. On n'entendait ni le souffle du vent, ni le murmure des ruisseaux, ni le chant des oiseaux, et l'épaisseur du feuillage arrêtait les rayons du soleil. Le cordonnier ne disait mot, courbé sous sa charge de pain, qui faisait couler la sueur sur son noir et sombre visage. Le tailleur, au contraire, était de la plus belle humeur. Il courait de tous côtés, sifflant, chantant quelques petites chansons, et il disait : « Dieu, dans son paradis, doit être heureux de me voir si gai. » Les 2 premiers jours se passèrent ainsi. Mais le 3e, comme il ne voyait pas le bout de leur route, le tailleur qui avait consommé tout son pain sentit sa gaieté s'évanouir. Cependant, sans perdre courage, il se remit à sa bonne chance et à la grâce de Dieu. Le soir, il se coucha sous un arbre avec la faim, et il se releva le lendemain sans qu'elle fût apaisée. Il en fut de même le 4e jour, et pendant que le cordonnier dînait, assis sur un tronc d'arbre abattu, le pauvre tailleur n'avait d'autre ressource que de le regarder faire. Il lui demanda une bouchée de pain, mais l'autre lui répondit en ricanant : « Toi qui étais toujours si gai, il est bon que tu connaisses un peu le malheur. Les oiseaux qui chantent trop au matin, le soir, l'épervier les croque. » Bref, il fut sans pitié. Le matin du 5e jour, le pauvre tailleur n'avait plus la force de se lever. À peine si dans son épuisement il pouvait prononcer une parole. Il avait les joues pâles et les yeux rouges. Le cordonnier lui dit : « Tu auras un morceau de pain, mais à condition que je te crèverai l'œil droit. » Le malheureux, obligé d'accepter cet affreux marché pour conserver sa vie, pleura des 2 yeux pour la dernière fois et s'offrit à son bourreau qui lui perça l'œil droit avec la pointe d'un couteau. Le tailleur se rappela alors ce que sa mère avait coutume de lui dire dans son enfance, quand elle le fouettait pour l'avoir surpris dérobant quelques friandises.
Il faut manger tant qu'on peut, mais aussi souffrir ce qu'on ne saurait empêcher. Quand il eut mangé ce pain qui lui coûtait si cher, il se remit sur ses jambes et se consola de son malheur en pensant qu'il y verrait encore assez avec un œil. Mais le 6e jour, la faim revint, et le cœur lui défaillit tout à fait. Il tomba le soir au pied d'un arbre, et le lendemain matin, la faiblesse l'empêcha de se lever. Il sentait la mort venir. Le cordonnier lui dit « Je veux avoir pitié de toi et te donner encore un morceau de pain. Mais pour cela, je te crèverai l'œil qui te reste. » Le pauvre petit homme songea alors à sa légèreté qui était cause de tout cela. Et il demanda pardon à Dieu et dit « Fais ce que tu voudras, je souffrirai ce qu'il faudra. Mais songe que, si Dieu ne punit pas toujours sur l'heure, il viendra cependant un instant où tu seras payé du mal que tu me fais sans que je l'aie mérité. Dans mes jours heureux, j'ai partagé avec toi ce que j'avais. Pour mon métier, les yeux sont nécessaires. Quand je n'en aurai plus et que je ne pourrai plus coudre, il faudra donc que je demande l'aumône. Au moins, lorsque je serai aveugle, ne me laisse pas seule ici, car j'y mourrai de faim. » Le cordonnier, qui avait chassé Dieu de son cœur, prit son couteau et lui creva l'œil gauche. Puis il lui donna un morceau de pain et lui tendant le bout d'un bâton, il le mena derrière lui. Au coucher du soleil, ils arrivèrent à la lisière de la forêt et devant un gibet. Le cordonnier conduisit son compagnon aveugle jusqu'au pied des potences et l'abandonnant là, il continua sa route tout seul. Le malheureux s'endormit, accablé de fatigue, de douleur et de faim, et passa toute la nuit dans un profond sommeil. À la pointe du jour, il s'éveilla sans savoir où il était. Il y avait 2 pauvres pêcheurs pendus au gibet avec des corbeaux sur leur tête. Le premier pendu se mit à dire « Frère, dors-tu » ? « Je suis éveillé, » répondit l'autre. « Sais-tu, » reprit le premier, « que la rosée qui est tombée cette nuit du gibet sur nous rendrait la vue aux aveugles qui s'en baigneraient les yeux. S'ils le savaient, plus d'un recouvrerait la vue, qu'ils croient avoir perdue pour jamais. » Le tailleur, entendant cela, prit son mouchoir, le frotta sur l'herbe jusqu'à ce qu'il fût mouillé par la rosée et en humecta les cavités vides de ses yeux. Aussitôt, ce que le pendu avait prédit se réalisa, et les orbites se remplirent de 2 yeux vifs et clairvoyants. Le tailleur ne tarda pas à voir le soleil se lever derrière les montagnes. Dans la plaine devant lui se dressait la grande capitale avec ses portes magnifiques et ses 100 clochers surmontés de croix étincelantes. Il pouvait désormais compter les feuilles des arbres, suivre le vol des oiseaux et les danses des mouches. Il tira une aiguille de sa poche et essaya de l'enfiler. En voyant qu'il y réussissait parfaitement, son cœur sauta de joie. Il se jeta à genoux pour remercier Dieu de sa miséricorde et faire sa prière du matin, sans oublier ces pauvres pêcheurs pendus au gibet et ballottés par le vent comme des battants de cloche. Ses chagrins étaient loin de lui. Il reprit son paquet sur son dos et se remit en route en chantant et en sifflant. Le premier être qu'il rencontra fut un poulain bai, brun, qui paissait en liberté dans une prairie. Il le saisit au crin et il allait monter dessus pour se rendre à la ville, mais le poulain le pria de le laisser. « Je suis encore trop jeune, » ajouta-t-il. « Tu as beau n'être qu'un petit tailleur léger comme une plume, tu me romprais les reins. Laisse-moi courir jusqu'à ce que je sois plus fort. Un temps viendra peut-être où je pourrai t'en récompenser. »« Va donc, » répondit le tailleur, « aussi bien que je vois que tu n'es qu'un petit sauteur. » Et il lui donna un petit coup de houssine sur le dos. Le poulain se mit à ruer de joie et à se lancer à travers champs en sautant par-dessus les haies et les fossés. Cependant, le tailleur n'avait pas mangé depuis la veille. « Mes yeux, se disait-il, ont bien retrouvé le soleil, mais mon estomac n'a pas retrouvé de pain. La première chose à peu près mangeable que je rencontrerai y passera. » En même temps, il vit une cigogne qui s'avançait gravement dans la prairie. « Arrête !» lui cria-t-il en la saisissant par une patte. « J'ignore si tu es bonne à manger, mais la faim ne me laisse pas le choix. Je vais te couper la tête et te faire rôtir. »« Garde-t'en bien, dit la cigogne. Je suis un oiseau sacré, utile aux hommes, et personne ne me fait jamais de mal. Laisse-moi la vie, je te revaudrai cela peut-être une autre fois. »« Eh bien donc, dit le tailleur, sauve-toi,
commère aux longs pieds. La cigogne prit son envol et s'éleva tranquillement dans les airs en laissant pendre ses pattes. « Qu'est-ce que tout cela va devenir ?» se dit-il. « Ma faim augmente et mon estomac se creuse. Cette fois, le premier être qui me tombe sous la main est perdu. » À l'instant même, il vit 2 petits canards qui nageaient sur un étang. « Ils viennent bien à propos, » pensa-t-il, et en saisissant un, il allait lui tordre le cou. Mais une vieille cane, qui était cachée dans les roseaux, courut à lui le bec ouvert et le pria en pleurant d'épargner ses petits. « Pense, lui dit-elle, à la douleur de ta mère si on te donnait le coup de la mort. »« Sois tranquille, répondit le bon petit homme, je n'y toucherai pas. » Et il remit sur l'eau le canard qu'il avait pris. En se retournant, il vit un grand arbre à moitié creux, autour duquel volaient des abeilles sauvages. « Oh, me voilà récompensé de ma bonne action, se dit-il, je vais me régaler de miel. » Mais la reine des abeilles, sortant de l'arbre, lui déclara que s'il touchait à son peuple et à son nid, il se sentirait à l'instant percé de 1000 piqûres, que si, au contraire, il les laissait en repos, les abeilles pourraient lui rendre service plus tard. Le tailleur vit bien qu'il n'y avait encore rien à faire de ce côté-là. 3 plats vides et rien dans le 4e, se disait-il. Cela fait un triste dîner. Il se traîna, exténué de faim, jusqu'à la ville. Mais comme il y entra à midi sonnant, la cuisine était toute prête dans les auberges et il n'eut qu'à se mettre à table. Quand il eut fini, il parcourut la ville pour chercher de l'ouvrage et il en eut bientôt trouvé à de bonnes conditions. Comme il savait son métier à fond, il ne tarda pas à se faire connaître et chacun voulait avoir son habit neuf de la façon du petit tailleur. Sa renommée croissait chaque jour. Enfin, le roi le nomma tailleur de la cour. Mais voyez comme on se retrouve dans le monde. Le même jour, son ancien camarade, le cordonnier, avait été nommé cordonnier de la cour. Quand il aperçut le tailleur avec de bons yeux, sa conscience se troubla. « Avant qu'il cherche à se venger de moi, se dit-il, il faut que je lui tende quelques pièges. » Mais souvent, on tend des pièges à autrui pour s'y prendre soi-même. Le soir, après son travail, il alla secrètement chez le roi et lui dit « Sire, le tailleur est un homme orgueilleux qui s'est vanté de retrouver la couronne d'or que vous avez perdue depuis si longtemps. »« J'en serai fort aise, dit le roi. Et le lendemain, il fit comparaître le tailleur devant lui et lui ordonna de rapporter la couronne ou de quitter la ville pour toujours. « Oh, se dit le tailleur, il n'y a que les fripons qui promettent ce qu'ils ne peuvent tenir. Puisque ce roi a l'entêtement d'exiger de moi plus qu'un homme ne peut faire, je n'attendrai pas jusqu'à demain et je vais décamper dès aujourd'hui. » Il fit son paquet, mais en sortant des portes, il avait du chagrin de tourner le dos à cette ville où tout lui avait réussi. Il passa devant l'étang où il avait fait connaissance avec les canards. La vieille cane à laquelle il avait laissé ses petits était debout sur le rivage et lissait ses plumes avec son bec. Elle le reconnut tout de suite et lui demanda d'où venait cet air de tristesse. « Tu n'en seras pas étonné quand tu sauras ce qui m'est arrivé, » répondit le tailleur, et il lui raconta son affaire. « N'est-ce que cela ?» dit la cane. « Nous pouvons te venir en aide. La couronne est tombée justement au fond de cet étang. En un instant, nous l'aurons rapportée sur le bord. Étends ton mouchoir pour la recevoir. » Elle plongea dans l'eau avec ses 12 petits. Et au bout de 5 minutes, elle était de retour et nageait au milieu de la couronne qu'elle soutenait avec ses ailes, tandis que les jeunes, rangés tout autour, aidaient à la porter avec leur bec. Ils arrivèrent au bord et déposèrent la couronne sur le mouchoir. Vous ne sauriez croire combien elle était belle. Elle étincelait au soleil comme 1 million d'escarboucles. Le tailleur l'enveloppa dans son mouchoir et la porta au roi, qui, dans sa joie, lui passa une chaîne d'or autour du cou. Quand le cordonnier vit que le coup était manqué, il songea à un autre expédient et alla dire au roi « Sire, le tailleur est retombé dans son orgueil. Il se vante de pouvoir reproduire en cire tout votre palais avec tout ce qu'il contient, le dedans, le dehors, les meubles et tout le reste. » Le roi fit venir le tailleur et lui ordonna de reproduire en cire tout son palais avec tout ce qu'il contenait, le dedans et le dehors, les meubles et tout le reste.
l'avertissant que, s'il n'en venait pas à bout, et s'il oubliait seulement un clou à un mur, on l'enverrait finir ses jours dans un cachot souterrain. Le pauvre tailleur se dit « Voilà qui va de mal en pis, on me demande l'impossible !» Il fit son paquet et quitta la ville. Quand il fut arrivé au pied de l'arbre creux, il s'assit en baissant la tête. Les abeilles volaient autour de lui. La reine lui demanda, en lui voyant la tête si basse, s'il n'avait pas le torticolis. « Non, dit-il, ce n'est pas là que le mal me tient. » Et il lui raconta ce que le roi avait demandé. Les abeilles se mirent à bourdonner entre elles et la reine lui dit « Retourne chez toi et reviens demain à la même heure avec une grande serviette. Tout ira bien. » Il rentra chez lui, mais les abeilles volèrent au palais et entrèrent par les fenêtres ouvertes pour fureter partout et examiner toutes choses dans le plus grand détail. Et, se hâtant de regagner leur ruche, elles construisirent un palais en cire avec une telle promptitude qu'on aurait pu le voir s'élever à vue d'œil. Dès le soir, tout était prêt. Et quand le tailleur arriva le lendemain, il trouva le superbe édifice qui l'attendait, blanc comme la neige, et exhalant une douce odeur de miel, sans qu'il manquât un clou au mur, ni une tuile au toit. Le tailleur l'enveloppa avec soin dans la serviette et le porta au roi, qui ne pouvait en revenir d'admiration. Il fit placer le chef-d'œuvre dans la grande salle de son palais, et récompensa le tailleur par le don d'une grande maison en pierre de taille. Le cordonnier ne se tint pas pour battu. Il alla une troisième fois trouver le roi et lui dit « Sire, il est revenu aux oreilles du tailleur qu'on avait toujours tenté vainement de creuser un puits dans la cour de votre palais. Il s'est vanté d'y faire jaillir un jet d'eau haut comme un homme et clair comme le cristal. » Le roi fit venir le tailleur et lui dit « Si demain il n'y a pas un jet d'eau dans la cour comme tu t'en es vanté, dans cette même cour mon bourreau te raccourcira la tête. » L'infortuné tailleur gagna sans plus tarder les portes de la ville, et comme cette fois il s'agissait de sa vie, les larmes lui coulaient le long des joues. Il marchait tristement, quand il fut accosté par le poulain, auquel il avait accordé la liberté, et qui était devenu un beau cheval bai brun. « Voici le moment arrivé, lui dit-il, où je peux te montrer ma reconnaissance. Je connais ton embarras, mais je t'en tirerai. Enfourche-moi seulement. Maintenant, j'en porterai 2 comme toi sans me gêner. » Le tailleur reprit courage. Il sauta sur le cheval qui galopa aussitôt vers la ville et entra dans la cour du palais. Il y fit 3 tours au galop, rapide comme l'éclair, et au 3e, il s'arrêta court. Au même instant, on entendit un craquement épouvantable. Une motte de terre se détacha et sauta comme une bombe par-dessus le balai. Et il jaillit, un jet d'eau haut comme un homme à cheval et pur comme le cristal. Les rayons du soleil s'y jouaient en étincelant. Le roi, en voyant cela, fut au comble de l'étonnement. Il prit le tailleur dans ses bras et l'embrassa devant tout le monde. Mais le repos du bon petit homme ne fut pas de longue durée. Le roi avait plusieurs filles, plus belles les unes que les autres, mais pas de fils. Le méchant cordonnier se rendit une 4e fois près du roi et lui dit « Sire, le tailleur n'a rien rabattu de son orgueil. À présent, il se vante que quand il voudra, il vous fera venir un fils du haut des airs. » Le roi manda le tailleur et lui dit que s'il lui procurait un fils dans 8 jours, il lui donnerait sa fille aînée en mariage. « La récompense est honnête, » se disait le petit tailleur. « On peut s'en contenter. Mais les cerises sont trop hautes. Si je monte à l'arbre, la branche cassera et je tomberai par terre. » Il alla chez lui et s'assit, les jambes croisées sur son établi, pour réfléchir à ce qu'il devait faire. « C'est impossible !» s'écria-t-il enfin. « Il faut que je m'en aille. Il n'y a pas ici de repos pour moi. » Il fit son paquet et se hâta de sortir de la ville. En passant par la prairie, il aperçut sa vieille amie la cigogne, qui se promenait en long et en large comme un philosophe, et qui de temps en temps s'arrêtait pour considérer de tout près quelques grenouilles qu'elle finissait par gober. Elle vint au-devant de lui pour lui souhaiter le bonjour. « Eh bien, lui dit-elle, te voilà le sac au dos, tu quittes donc la ville ?» Le tailleur lui raconta l'embarras où le roi l'avait mis, et se plaignit amèrement de son sort. « Ne te fais pas de mal pour si peu de choses, répliqua-t-elle. Je te tirerai d'affaire. J'ai assez à porter de petits enfants. Je peux bien, pour une fois, apporter un petit prince.
retourne à ta boutique et tiens-toi tranquille. D'aujourd'hui en 9 jours, sois au palais du roi, je m'y trouverai de mon côté. » Le petit tailleur revint chez lui, et le jour convenu, il se rendit au palais. Un instant après, la cigogne arriva à tire-d'aile et frappa à la fenêtre. Le tailleur lui ouvrit, et la commère au long pied entra avec précaution et s'avança gravement sur le pavé de marbre. Elle tenait à son bec un enfant beau comme un ange, qui tendait ses petites mains à la reine. Elle le lui posa sur les genoux et la reine se mit à le baiser et à le presser contre son cœur, tant elle était joyeuse. La cigogne, avant de s'en aller, prit son sac de voyage qui était sur son épaule et le présenta à la reine. Il était garni de cornets pleins de bonbons de toutes les couleurs qui furent distribués aux petites princesses. L'aînée n'en eut pas parce qu'elle était trop grande, mais on lui donna pour mari le joli petit tailleur. « C'est, disait-il, comme si j'avais gagné le gros lot à la loterie. Ma mère avait bien raison de dire qu'avec de la foi en Dieu et du bonheur, on réussit toujours. » Le cordonnier fut obligé de faire les souliers qui servirent au tailleur pour son bal de noces. Puis on le chassa de la ville en lui défendant d'y jamais rentrer. En prenant le chemin de la forêt, il repassa devant le gibet et, accablé par la chaleur, la colère et la jalousie, il se coucha au pied des potences. Mais comme il s'endormait, les 2 corbeaux qui étaient perchés sur les têtes des pendus se lancèrent sur lui en poussant de grands cris et lui crevèrent les 2 yeux. Il courut comme un insensé à travers la forêt et il doit y être mort de faim, car depuis ce temps-là, personne ne l'a vu et n'a eu de ses nouvelles. Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et à ce premier vlog lecture sur les contes de Grimm. Donc c'est les contes choisis. J'ai d'autres livres de Grimm. Je regarderai en fait quels contes n'ont pas été lus afin de lire plusieurs. Là, on va se faire un gros marathon Grimm. Donc, je trouve ça très intéressant. Pour ce livre, alors je vous dis, il y a 40 contes. Donc en jetant un œil à toute vitesse, il y en a quelques-uns qui sont connus comme Tom Pouce, les musiciens de Brême, on a lu aussi Blanche-Neige. J'ai pas l'impression que les autres soient très connus, mais je les ai lus quand même un petit peu en diagonale. La préface du traducteur, je l'ai trouvée très intéressante dans ce qu'il disait sur les contes, sur les frères Grimm, etc., en le comparant à Perrault. Je ne vais pas la relire, mais le présent des gnomes, les présents des gnomes là, sur le tailleur et le forgeron, je trouve que c'est un conte qui m'est assez familier parce qu'il y en a un qui lui ressemble beaucoup, qui se passe en Bretagne avec des korrigans. Donc, est-ce que ce sont des contes qui voyagent un petit peu d'une région, d'un pays à l'autre? Est-ce que... je ne saurais pas le dire, et puis je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est si facile que ça de trouver le conte d'origine, mais bref, c'est quelque chose qui est assez commun, je pense, dans les contes. Le fait que les gnomes ou des korrigans, des créatures, on va dire, féeriques comme ça, puissent faire des cadeaux qui sont un peu à double tranchant. Donc c'est des cadeaux pour l'un et c'est une punition pour l'autre. Donc on est quand même sur des contes qui sont moraux, où il y a une morale sur la manière de se comporter, etc. Mais je trouve que c'est pas trop dans soyez bon parce que sinon c'est pas bien. C'est pas cette morale-là qui m'aurait gonflé. Je trouve que c'est quand même assez light en termes de morale. Enfin, assez light. Il y a une morale, mais si vous voulez, c'est pas matraqué, quoi. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur des contes qui sont à destination des enfants. Donc apparemment, il a un petit peu édulcoré un conte ou deux, ce que disait le traducteur. Donc on verra. Alors je passe au Blanche-Neige et Rouge-Rose. J'ai bien aimé aussi. Alors je trouve qu'il y a...
Ça fait un petit croisement Blanche-Neige avec peut-être un petit peu la fille avec les ours là. Comment c'était? Boucle d'or. Bon, je pense que Boucle d'or, enfin dans mes souvenirs, c'était une vraie famille d'ours. Alors que là, c'était un prince qui avait subi la malédiction d'un nain et qui avait une peau d'ours. Mais ouais, j'ai bien aimé. Enfin, c'est des gentilles filles, quoi, Blanche-Neige. Ça montre un petit peu ouais, qu'il faut être gentil, qu'il faut être plutôt pieux. Mais comme je vous disais, c'est pas matraqué, donc franchement, je trouve que c'est assez agréable à lire. C'est pas mal. Et là, on a aussi le nain qui est puni parce qu'il n'est pas gentil, hein, tout simplement. Et ce qui veut dire aussi que les nains en Allemagne, ou enfin dans les pays, on va dire, germanophones par là-bas, les nains ont des pouvoirs magiques. Donc moi, j'avais plus un peu le nain de Blanche-Neige et les 7 nains qui va dans la mine essayer de trouver de l'or ou des pierres précieuses. Mais là, on a un nain aussi qui peut maudire. Et ça, c'est une notion que j'avais pas. Je me demande si c'est pas une notion qui vient un peu du folklore nordique ou germanique. Ça me dit vaguement quelque chose, mais je sais plus. Je l'ai plus trop en tête. Alors pour la reine des abeilles, c'est un petit peu une épreuve initiatique et puis le plus idiot des 3 frères entre guillemets qui réussit à emporter la belle parce qu'il est gentil et qu'il n'est pas pétri d'orgueil, donc c'est plutôt mignon aussi. Le vieux grand-père, ah oui, je l'ai trouvé touchant celui-là. Le vieux grand-père et le petit-fils. Où c'est le grand-père en fait qu'on va planquer derrière le poêle et lui filer à bouffer dans une jatte de terre parce qu'il ne sait plus bien manger et on ne veut pas le voir. Et le petit-fils qui lui fabrique un auger, donc comme une auge, moi je vois ça comme une auge à cochon, entre guillemets. Et je trouvais ça vraiment mignon en fait, ça me renvoie pas mal de choses par rapport aux vieilles personnes que l'on peut côtoyer, qui déclinent, et puis ce déclin gêne beaucoup. Donc c'était un conte qui était très très court, mais j'ai bien aimé. Alors ensuite on avait le fidèle Jean. Le fidèle Jean, c'est quand même particulier parce là aussi il y a une notion de sacrifice. Parce que le fidèle Jean avait été fidèle au premier roi, puis au fils de ce roi-là, à qui il a continué à être fidèle après la mort du premier. Et j'ai trouvé ça intéressant, le côté, cette loyauté, ce dévouement qui est mis en avant. Et il y a quand même un sacré risque Le fidèle Jean, en fait, les animaux lui ont dit comment épargner en fait le roi en faisant certaines choses qui paraissaient étranges et surtout en ne le disant pas. Sauf qu'il est obligé de donner des explications parce que sinon son comportement n'a aucun sens et son comportement est mal perçu. Et en donnant ces explications-là, il est puni parce qu'il ne devait pas les donner et il est transformé en pierre. Et le gros risque, quelque part, lui, il se sacrifie pour son roi. Et le gros risque qu'a pris le roi et la reine à la fois, c'était de sacrifier ses enfants pour réanimer la statue qui était devenue le fidèle Jean. Et j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, mais c'est quand même vachement risqué, je trouve. Tu peux quand même, hein. Faut le faire. Bon, là, on est sur du conte, donc on est sur quelque chose de très idéalisé, mais on va dire, si on le met un petit peu plus dans quelque chose de réaliste, on se dit, je l'aurais peut-être pas fait, moi. Hein. J'aurais continué à pleurer Jean et sa forme de statue. Les 2 compagnons en tournée, donc le dernier que je viens de lire, là c'est toujours un peu pareil, hein, c'est que la gentillesse est récompensée et la méchanceté est punie. Je l'ai trouvé assez intéressant. Pour faire un petit speech sur l'ensemble des 6 contes que j'ai lus là aujourd'hui et la préface, le truc que je trouve intéressant, c'est que les animaux aient la parole comme ça
et que les personnes qui sont gentilles, entre guillemets, puissent communiquer avec les animaux et... Enfin, puissent communiquer avec les animaux qui, du coup, en récompense, en fait, donne à la personne de bons conseils qu'ils suivent. Et enfin, vous voyez, on est toujours sur quelque chose d'assez moralisateur, mais je trouve que c'est pas too much parce que j'ai écouté aussi en livre audio les contes de Madame d'Aulnoy ou alors essayez un de ces quatre si vous voulez. Essayez de lire Pinocchio de Collodi. Pinocchio, c'est clairement un truc éducatif pour les enfants où en gros, faut écouter son papa et travailler à l'école. Et oui, clairement, il faut écouter ses parents et il faut travailler à l'école quand on est un enfant. Mais disons que là, c'est clairement matraqué et moi, ça m'avait un petit peu gonflé en fait à la lecture. Je trouvais ça très chiant. Et j'étais pas la seule. Hein, lisez. Mais enfin, j'aime bien. C'est peut-être moins dépaysant entre guillemets que Les Mille et une nuits, mais c'est beaucoup plus clair aussi d'avoir une histoire, un conte, que d'avoir quelque chose qui est découpé. C'est pour ça que quand je reviendrai aux Mille et une nuits, mais ça va être dans longtemps, ça sera sans doute cet été, je vais pas du tout être sur la même version de bouquin, ça sera vraiment un truc sur un conte, une histoire. Ça va être beaucoup plus facile à suivre. Et enfin, j'espère, parce qu'il y a quand même des récits emboîtés. Mais bref, on va dire que pour le moment, les contes de Grimm, on est un peu sur une grille de lecture qui est familière, sur des choses qu'on a déjà plus ou moins entendues, même si par exemple la Blanche-Neige et Rouge-Rose, c'est très différent du Blanche-Neige de Disney. Mais ça reste dans notre grille de lecture, on va dire occidentale à nous, avec des créatures fantastiques qui sont plus familières et il y a toujours le côté très royaume et compagnie, des lieux magnifiques, enfin ça me fait rire, mais je trouve que c'est très accessible à des enfants. Donc je me demande si je vais pas signaler à YouTube que cette vidéo-là, en fait, elle est accessible aux enfants, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc voilà, je suis très contente de commencer les contes de Grimm. Merci beaucoup Claire pour la suggestion. Je pense qu'on va faire un bon gros marathon Grimm. Alors comme je vous l'avais dit, attendez, de chez Grimm, je regarde dans mes e-books, j'ai 5 livres. Attendez. De chez Grimm, là je suis en train de lire Contes choisis. Donc Contes choisis, on a lu 7 contes sur 40. Ça fait 129 pages au total et on est à la 29e. Donc on a déjà lu pas mal. On a déjà lu un cinquième des contes de Grimm, enfin des contes choisis. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à me dire si c'est une lecture qui vous a plu, ce que vous avez pensé un petit peu de ces contes. Enfin peut-être pas forcément tous, hein, parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose non plus à dire sur forcément tout. Mais enfin, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous avez d'autres suggestions de lecture en termes de contes. Donc moi j'avais bien en tête par exemple Andersen, j'avais en tête Perrault évidemment, Paul Féval, et des contes aussi qui sont régionaux. Et ça j'en ai trouvé pas mal sur des bibliothèques électroniques en ligne. Je crois qu'il y en a. Il y a énormément d'auteurs classiques qui ont écrit des contes également, donc je vais faire fouiller, je vais un petit peu parcourir et je verrai pour la suite. Donc voilà. Et bien à tout bientôt, et puis rêvez tout grand. Puis soyez gentils, comme ça vous serez récompensés. À bientôt.